Une femme raconte une histoire terrifiante où elle a été victime d'un prétendu loup déguisé en agneau. Comment l'homme qu'elle aimait serait devenu violent, la battant, l'étranglant et la kidnappant, prévoyant soi-disant de la faire exploser dans une maison remplie de gaz. Comment tout a commencé par un repas chaud et comment elle a survécu à ce qui aurait pu être son dernier séjour sur Terre. Nous couvrons l'affaire pour Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Une femme du Nebraska raconte son histoire de survie entre les mains d'un homme qu'elle pensait connaître, qu'elle pensait aimer. Mais il serait vite devenu un monstre. Voici Jessie Rae Beck, née et élevée dans le Nebraska. Elle vit dans la capitale, Lincoln. Elle a 2 enfants et elle était mère célibataire. Elle confie à KOLN Télévision du Nebraska qu'elle croyait avoir trouvé la bonne personne en juillet dernier. C'était un homme qui possédait des biens immobiliers. Il s'appelait Christophe Collins. Finalement, ces deux-là prévoyaient de poursuivre une fécondation in vitro dans l'espoir d'avoir un enfant ensemble. C'était vraiment sérieux. Mais ensuite, dit-elle, Collins a changé apparemment de façon rapide et violente. Elle a affirmé à la télévision qu'en août, Collins l'aurait agressée, ajoutant qu'elle ne l'avait jamais vu agir ainsi. Il a été arrêté en août pour des accusations d'agression par strangulation et une ordonnance de protection a été mise en place. Mais ensuite, elle dit qu'elle a recommencé à parler à Collins. Et ils ont décidé qu'ils voulaient aller de l'avant avec leur relation pour laisser tout leur passé derrière eux et continuer malgré tout avec ces projets de fécondation in vitro en envisageant peut-être un jour d'avoir un enfant ensemble. Le 24 septembre, l'ordonnance de protection a été levée à la demande de Jessie Rae. Ce soir-là, elle avait prévu d'apporter un repas chaud chez Christophe alors qu'ils ravivaient leur relation. Elle a quitté la maison vers 10 heures. À 8 heures le lendemain matin, les enfants n'avaient toujours pas eu de nouvelles de leur mère, alors ils ont appelé la police. L'équipe du Special Weapons and Tactics s'est rendue au domicile de Christopher Collins. Le couple n'était pas là. La police rapporte des signes de lutte et a alors lancé une alerte signalant que Jessie Rae pouvait être en danger. Ils ont montré des images de vidéosurveillance de Collins dans la voiture qu'il pourrait utiliser. Jessie Rae dit que Collins l'a attaquée lorsqu'elle est arrivée chez lui. Il l'aurait frappé si fort qu'elle a perdu connaissance. Elle a confié à KOLN Télévision. Il pensait vraiment que j'étais morte. Il ne savait pas quoi faire. À son réveil, elle était dans une autre maison. Collins l'aurait déplacée dans une propriété qu'il possédait en location. Elle a eu un traumatisme crânien, des hémorragies internes et des côtes cassées. Elle a dit être restée des heures allongée près de Christopher Collins, son agresseur présumé, sans savoir si elle survivrait. Elle a également déclaré, je cite, « Il n'avait aucune intention que nous nous en sortions tous les deux. Je me souviens que Chris s'est levé après moi, a saisi une bouteille de Tito's et me l'a brisée sur la tête. Puis il s'est mis sur moi, essayant de m'étrangler. » Jessie Rae a aussi dit que Collins remplissait la maison de gaz naturel. Il aurait prévu de faire exploser la maison avec eux deux à l'intérieur. Mais plus tard dans la journée, de l'aide est arrivée. Nous avons retrouvé Jessie Rae Beck saine et sauve. Elle a été transportée dans un hôpital local et Christopher Collins est en garde à vue. Aujourd'hui a vraiment démontré la ténacité et la détermination des agents et des enquêteurs du service de police de Lincoln. Ils ont travaillé vite et sans relâche aujourd'hui, collectant des informations par leurs enquêtes pour finalement nous amener ici ce soir, où nous avons de nouveau fait appel à notre équipe du Special Weapons and Tactics pour pénétrer dans une maison du pâté de maison 200 sur Santa Fe. À ce moment-là, lorsque nous sommes entrés, il était très clair qu'il y avait une forte, très forte odeur de gaz naturel. Donc, après avoir rapidement secouru Jessie et arrêté Christopher Collins, nous sommes sortis et avons attendu nos partenaires des pompiers et des secours de Lincoln, ainsi que l'évacuation de plusieurs maisons voisines pour s'assurer que tout le monde était en sécurité. L'équipe du Special Weapons and Tactics a fait irruption dans la maison et a sauvé Jessie Rae. Et ensuite, après ce qu'ils décrivent comme une lutte avec Collins, ils ont pu le mettre en garde à vue. Le quartier a été évacué à cause du gaz naturel. C'était très dangereux. Non seulement les maisons voisines, mais tout le quartier a dû être évacué. Selon KOLN, voici une image de Collins lors de sa première comparution au tribunal à Lincoln. Il a été inculpé pour enlèvement, menace terroriste et usage d'une arme pour commettre un crime. Sa caution a été fixée à Dix pour 110 millions de dollars, soit $1 million. Il doit retourner au tribunal en novembre.
Jesse Ray débute seulement son chemin de guérison. Non seulement il faut énormément de force pour passer à la télévision et raconter son histoire sur ce qui s'est passé. Elle affirme souffrir de stress post-traumatique à cause de lésions cérébrales, avoir des broches aux côtes et besoin d'un déambulateur pour l'équilibre. Elle a effectivement une page GoFundMe qui est en ligne. Elle l'utilise pour collecter des fonds afin de l'aider dans sa convalescence. Voici un lien vers cette page. Elle a permis de récolter des milliers de dollars. Rejoignez-nous pour discuter de cette affaire avec Maître John Day, avocat de la défense. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Cette affaire est terrible, ce que cette femme a vécu ne fait aucun doute. Bien sûr, nous dirons « présumé », car le suspect est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais je suis sûr que dans votre domaine, vous avez vu beaucoup d'affaires de violence domestique. Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement dans celle-ci? Oui, horrible, Chris. C'est ça. Dans ce cas, toutes les affaires de violence domestique sont préoccupantes. Bien sûr, celle-ci, c'est vraiment hors norme, avec les faits allégués par cette femme et par les forces de l'ordre. Une situation horrible où elle est victime de maltraitance, de coups, de toutes sortes de violences physiques. Et puis il y a cet élément où elle dit qu'il essayait de... L'agresseur tente de faire exploser la maison au gaz naturel quand la police intervient d'urgence. Donc, c'est emblématique de ce qui se passe dans une relation quand elle devient violente. Et celle-ci a vraiment dépassé toutes les limites. Il semble, vous savez, de son point de vue, que tout allait bien dans la relation. Il n'avait jamais rien fait de violent. Ensuite, en août, ils ont eu un incident où elle affirme qu'il est devenu violent et a été arrêté. Il a été inculpé pour cela. Et une ordonnance de protection a été mise en place pendant environ, il semble, à peu près un mois. Et puis, elle a demandé à ce que cette ordonnance de protection soit levée parce qu'elle pensait qu'il pouvait surmonter cela. C'est son droit et sa décision. Et j'imagine que dans les cas où quelqu'un est émotionnellement attaché à une personne et qu'il y a toujours ce danger, cela reste présent. Par exemple, que peut faire la loi pour protéger quelqu'un, même lorsque cette ordonnance est levée? Et ça se passe, il y a beaucoup à analyser ici. Dans une vie antérieure, j'étais procureur et j'ai poursuivi des centaines d'affaires de violences domestiques. Et ce que nous voyons ici, c'est en quelque sorte une situation classique, et malheureusement trop classique, où la personne qui subit des violences, souvent une femme, mais pas toujours, obtient une ordonnance restrictive. Le but de ces mesures est que, si un incident survient, la police intervient et procède à une arrestation. La police conseille souvent d'aller au tribunal demander une ordonnance restrictive pour violence domestique. La plupart des juridictions disposent d'une section spécialisée des tribunaux traitant les affaires de violence domestique, composée de greffiers pouvant informer les victimes sur l'obtention d'ordonnances restrictives. Au final, ce n'est qu'un papier. Un juge ordonne à quelqu'un de rester éloigné d'une personne. N'entrez pas en contact avec elle, ne communiquez pas avec elle, ne publiez rien à son sujet sur les réseaux sociaux. Et ce n'est qu'un morceau de papier. L'idée derrière cela, c'est que c'est la force d'une ordonnance du tribunal qui dit à quelqu'un que vous connaissez. Ne parle pas à cette personne, ne la contacte pas, ne communique pas avec elle. Violer une ordonnance restrictive pour violence domestique est souvent une infraction pénale, mais généralement un simple délit mineur. Dans ce cas, et nous voyons cela très souvent, la femme est apparemment retournée au tribunal. Pour une raison inconnue, elle a dit vouloir annuler l'ordonnance et reprendre contact avec cette personne. Vous savez, ce n'est pas une situation inhabituelle. Très souvent, la personne qui subit des violences se dit « Vous savez quoi, je pense que je peux surmonter ça. Nous allons essayer de faire en sorte que ça marche. Nous allons nous remettre ensemble. » Parfois, ils suivent une thérapie, mais pas toujours. Nous n'avons aucune indication que cela se soit produit ici. Mais parce qu'ils veulent renouer avec la personne qui est, vous savez, sous l'ordonnance de protection, sous l'ordonnance de non-contact. Ils iront au tribunal et diront « Je veux retirer cela ». Maintenant, dans ce cas particulier, c'est ce qui s'est passé, mais est-ce que les choses se sont améliorées? Non, ce n'est pas le cas. Les choses anti sont devenues, vous savez, exponentiellement pires pour la femme. Et donc, on voit que c'est compréhensible, je pense, si vous parlez à des défenseurs des victimes de violences domestiques et à des conseillers en santé mentale, ils expliquent pourquoi quelqu'un dans cette situation voudrait essayer d'arranger les choses en retirant l'ordonnance. Dans ce cas, cela a lamentablement échoué. Oui, ma question était longue, car je voulais être délicat. Je ne veux en aucun cas blâmer la victime. Vous savez, elle a pris la décision en pensant qu'elle serait en sécurité avec lui. Et, vous savez, c'est de sa responsabilité à lui s'il ne l'a prétendument pas été. Mais si dans un cas, parce qu'apparemment, ce qui s'est passé, vous savez, avant qu'on arrive à l'incident de septembre, où elle a failli perdre la vie.
C'était malgré tout un événement supposé très violent en nous qui a mené à cette ordonnance de protection. Lorsqu'une victime se manifeste et dit parce qu'il y a des exemples de personnes qui retombent dans une relation, je suppose, quel poids a sa parole, disons, dans la levée de cette ordonnance, comparé à un juge qui regarde la situation et dit « Ce n'est tout simplement pas une situation sûre pour vous tant que ce processus judiciaire n'est pas terminé en lien avec les accusations qu'il encourait à cause de ce qui s'est passé en nous ?» Oui, et c'est un bon point à soulever. Parfois, un juge, eh bien, souvent, quand quelqu'un se présente, si c'est la personne qui est protégée par cette ordonnance de protection, elle fait un choix. Elle veut entrer et demander l'annulation. Elle va se présenter et déposer une demande de révocation. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire et peuvent demander pourquoi vous agissez ainsi. Mais très souvent, si la personne se présente et dépose une demande d'annulation de l'ordonnance de protection, le tribunal va approuver cela. Parce que pour une raison ou une autre, ils disent « Écoutez, vous aviez cette ordonnance en place et maintenant vous avez choisi de l'annuler. Nous allons accéder à cette demande. » Cependant, selon les professionnels de la santé mentale et les défenseurs des victimes de violences domestiques, il subsiste une inquiétude que la personne agisse sous la pression de l'agresseur. Et donc, il faut toujours se méfier de ces situations. Parfois, il y a une raison légitime. Nous y travaillons, suivons une thérapie et avons des enfants ensemble. Quelle que soit la raison, une femme dans cette situation peut avoir des raisons valables de vouloir lever l'ordonnance restrictive. Et parfois, il y a des issues positives. Mais très souvent, bien sûr, si vous travaillez dans ce domaine, que vous soyez procureur, avocat de la défense, juge, défenseur des forces de l'ordre, thérapeute en santé mentale, peu importe, vous devez toujours vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe en coulisses qui vous pousse à vouloir venir et faire lever cette ordonnance? Parfois c'est simple, parfois complexe. Mais les tribunaux vont généralement respecter la demande de quelqu'un de faire lever cette ordonnance. Le problème, c'est qu'une fois que c'est levé, est-ce que cela génère une nouvelle animosité? Est-ce que cela permet à la personne qui est l'agresseur d'avancer et de se dire « D'accord, j'ai réglé ce problème ». Et est-ce que cela ravive certains des mêmes problèmes auxquels ce couple aurait pu être confronté? Il subsistera donc toujours du scepticisme lorsqu'une personne veut annuler ce type d'ordonnance. Et encore une fois, au final, ce n'est qu'un simple morceau de papier, mais il offre tout de même un certain niveau de protection et une supervision judiciaire dans une situation de violence domestique. Encore une fois, il est difficile de traverser ce qu'elle a vécu. Être battue, étranglée, presque explosée, vous voyez? Et apparemment, d'après ce que la police a dit, il essayait, vous savez, de prendre la vie des deux. Il y a beaucoup de preuves là-bas basées sur ces blessures dont elle se remet encore en ce moment. Quelle est la probabilité qu'elles doivent l'affronter au tribunal et témoigner si cela va en procès? D'accord. Eh bien, c'est généralement ce qui doit se passer si cette affaire doit être poursuivie. Et c'est l'un des problèmes que, si vous savez, vous vous rendez compte dans ce domaine, dans la défense lors des poursuites pour violence conjugale, quand ils sont au tribunal, c'est quelque chose qui arrive. Je veux dire, la personne qui subit les violences, la victime, se voit dire par les procureurs « Écoutez, si nous allons au procès, il sera assis là, à la table de la défense. Nous allons devoir vous appeler à témoigner sur ce qui s'est passé. » Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, c'est la réalité des poursuites pour violences domestiques. Et c'est pourquoi les bureaux des procureurs ont du personnel qui travaille généralement avec les victimes et essaie de les préparer pour un procès. Mais c'est l'un des problèmes ici avec ce genre d'affaires, c'est le fait qu'une victime de violences domestiques peut devoir aller au tribunal. Dans le cas d'une ordonnance restrictive ou d'une poursuite pénale, elles peuvent devoir se rendre au tribunal et affronter cette personne en audience. Parfois, elles sont prêtes à y aller. Parfois, elles veulent le faire. Parfois, c'est tellement douloureux, difficile et traumatisant qu'elles font un choix. Écoutez, je préfère ne pas poursuivre parce que je ne peux pas être dans la même pièce que cette personne. Il faut se demander, dans ce cas précis, pourquoi cette femme voudrait retourner vers quelqu'un capable de lui faire cela, si elle en est victime. Encore une fois, seuls des professionnels de la santé mentale peuvent expliquer pourquoi une victime de violence retournerait vers son agresseur. C'est une situation très profonde, à plusieurs niveaux, mais on la voit encore et encore. Les suspects sont détenus sous... C'était une façon intéressante de le formuler, parce que dans certains États, quand on fait face à ce genre d'accusation, on n'a même pas la possibilité d'obtenir une caution. Parfois, la caution est faible et on peut sortir, mais ici, c'est 10% de 10 millions de dollars. Et quand j'ai vu ça, je me suis juste demandé pourquoi ne pas simplement dire que la caution est fixée à 1 million de dollars. Cela dépend. Les juridictions diffèrent.
Mais un juge a pu dire « Je vous maintiens en détention avec 10% de 10 millions. Si vous pouvez déposer 1 million, vous pouvez sortir. Mais si vous savez, ne respectez pas la caution, que vous violez vos conditions, vous nous devrez 10 millions de dollars maintenant. Théoriquement, c'est beaucoup d'argent. » En réalité, la plupart des gens dans cette situation ne peuvent pas déposer 1 million de dollars et restent donc en prison. Mais c'est la façon pour le juge de dire « Si vous violez, si vous le faites, ou si vous arrivez à payer une caution et sortir, et que vous violez, vous nous devrez 10 fois le montant dont il est question ici. » C'est simplement un outil supplémentaire pour aider le juge à garder le contrôle sur un prévenu criminel. Le suspect dans cette affaire, je veux dire vous savez, Jesse Rybeck a été retrouvé dans une propriété en location. 1 million de dollars vu les prix de l'immobilier et leur valeur. Ce n'est pas impossible qu'il puisse payer la caution selon... S'il veut mettre la valeur de ses maisons en garantie et s'il peut se présenter. Même s'il était clairement un danger, non seulement pour cette femme, mais aussi parce qu'il remplissait sa maison de gaz, ils ont dû évacuer tout le quartier. Je veux dire, tout le monde était en danger à cause de ce type. Que se passerait-il s'il se présentait et disait « Je peux payer la caution et sortir avec ce million de dollars » ? Eh bien, si c'est ce que le juge a dit et que cette personne peut réunir la somme exigée par le juge, alors elle la verse. Et il serait libéré, il serait soumis à des conditions de libération. Évidemment, dans un cas comme celui-ci, elle serait très stricte, aucun contact avec la victime. Vous ne pouvez pas quitter la juridiction ni l'État et devez voir un agent des services PADIS préalables au procès. Il est probable que vous soyez sous surveillance électronique. Le tribunal imposerait de nombreuses conditions et le juge fixe ses cautions en tenant compte de certains éléments. Souvent, ils auront quelques informations de base sur la situation financière du prévenu. Et vous, la valeur nette et la capacité à payer une caution. Parfois, les gens vous surprennent au tribunal et ils sont capables de payer, vous savez, des cautions remarquablement élevées et ils sont libérés. Si une violation survient, qu'ils quittent la ville ou ne se présentent pas au tribunal, la caution est confisquée. Oui, cela arrive. Il est rare que quelqu'un réunisse une telle somme, mais cela se produit parfois. C'est pourquoi il existe des conditions de libération très strictes, comme le bracelet électronique ou à la cheville. Et bien sûr, l'affaire criminelle est très importante quand il s'agit de Jesse Ray, la victime. J'ai vu aussi qu'elle pensait à des options civiles. À quoi cela ressemblerait? Est-ce qu'il faudrait même une condamnation pénale pour pouvoir poursuivre ce suspect au civil? La réponse courte, c'est non, vous n'auriez pas besoin d'une condamnation. Si vous vouliez poursuivre votre agresseur, et cela arrive, vous pouvez le faire devant un tribunal civil. Rappelez-vous, la norme, dans une affaire civile est plus basse que celle de hors de tout doute raisonnable dans les affaires pénales. C'est vraiment simplement la prépondérance de la preuve dans les affaires civiles. Donc si vous voulez un autre moyen d'agir contre votre agresseur, si vous voulez engager une action contre quelqu'un que vous dites vous avoir agressé, c'est une façon de le faire. Vous savez, est-ce que l'agresseur est insolvable? Y a-t-il des biens? Y a-t-il une raison pour laquelle une victime dirait « Vous savez, je pense que c'est une façon d'obtenir justice devant les tribunaux pénaux et peut-être civils. » Nous voyons effectivement que cela arrive, où les victimes poursuivent leurs agresseurs et la procédure continue. Et c'est une façon, vous savez, je dois dire, psychologiquement, c'est une autre manière pour les victimes de violences domestiques de riposter, de sentir qu'elles reprennent le contrôle de la situation. Non seulement en faisant en sorte que leur agresseur fasse face à des accusations criminelles et à la possibilité d'une incarcération, mais aussi, vous savez, en les frappant là où ça fait mal. S'ils ont des biens, dire « Écoute, je dois être indemnisé pour ce que tu m'as fait. Et c'est ce que je fais. Je dépose une plainte civile pour des faits comme coups et blessures, agression, vous savez, infliger intentionnellement une détresse émotionnelle, douleur et souffrance. Il y a une autre voie que les tribunaux pénaux pour que les victimes poursuivent leurs agresseurs, et cela se constate. Rien qu'à entendre ce que cette femme a vécu, c'est un véritable cauchemar. Et je n'exagère même pas en disant ça. Vraiment, tout ce dont elle a parlé était une scène d'horreur absolue. Mais vous savez, cette accusée va avoir un avocat de la défense. Si elle témoigne à la barre, même avec des blessures sans doute permanentes, le témoignage, si elle explique ce qui s'est passé. De son point de vue, cela pourrait fortement influencer le jury. En tant qu'avocat de la défense, comment contre-interrogez-vous quelqu'un? Comme cette femme ayant surmonté tant d'épreuves? Oui, c'est une situation difficile. Si vous essayez de défendre un client dans cette situation, vous devez être très délicat, vous devez être très stratégique, vous devez être très... Vous savez, il faut plutôt utiliser un scalpel qu'une hache émoussée.
Vous devez être très précis dans ce que vous attendez du témoignage. Si vous défendez une affaire, dites-vous « cette personne invente tout » ou pensez-vous qu'il y a une motivation? On doit explorer un mobile? C'est vraiment difficile. Une personne accusée dans ces affaires, ici le prévenu, a droit à une défense. Il a le droit de contester, de forcer l'État à prouver les accusations portées contre lui devant un jury ou un juge, selon le cas. Donc si vous assurez la défense, vous devez mener une enquête complète et découvrir. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Y a-t-il des raisons pour lesquelles l'histoire de cette prétendue victime ne tient pas la route? Y a-t-il des raisons, vous savez? Est-ce que cela s'est déjà produit auparavant? Est-ce qu'il s'agit d'une fabrication ou d'une exagération, ou peu importe ce que c'est, vous voyez? Il n'y a pas de doute, ce sont des affaires difficiles à défendre, mais au bout du compte, l'accusé a le droit d'obliger l'accusation à prouver son dossier devant un jury ou un juge. Nous verrons. Jenday, toujours ravi de vous recevoir sur Law and Crime. Merci d'être là. Merci Chris. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.